Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 78 d'Histoire en série où je reçois aujourd'hui Jeanne Barnico. Bonjour Jeanne. Bonjour. Alors Jeanne, vous êtes doctorante contractuelle en histoire contemporaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne au sein du Centre d'histoire du 19e siècle. Vous travaillez sur les pratiques et imaginaires du tatouage chez les femmes en France au 19e et 20e siècle. Vous animez également le carnet hypothèse Femmes et tatouage, approche historique, dont on aura mis bien sûr l'adresse sur notre site histoireensérie.com. Je vous recommande, si vous aimez les tatouages ou pas, mais je vous recommande d'aller voir ce site qui est très bien construit, ce carnet de recherche en tout cas, qui permet aussi de suivre vos recherches, Jeanne, ce qui est très intéressant sur cet objet d'étude. Et d'ailleurs, c'est suite à cela, concernant d'ailleurs votre objet d'étude, que je vous ai demandé aujourd'hui de venir présenter à notre micro une série qui n'est pas que sur le tatouage, mais où on voit des tatouages, c'est la série Tabou. Alors, Jeanne, première question, pourriez-vous nous faire une présentation générale de cette série ? Alors, tout à fait. Déjà, merci de m'avoir invité, j'en profite. Tabou, c'est une série qui a été diffusée par la BBC et par FX aux États-Unis en 2017. Elle a été créée par Steven Knight, par Tom Hardy et par le père de Tom Hardy, Chips Hardy. Et elle est coproduite par Hardy & Son, donc la boîte de production de Tom Hardy, et par Scott Free London, celle de Ridley Scott et de son frère. Alors actuellement, elle compte 8 parties qui vont à peu près entre 50 minutes et 1 heure. Et la série est théoriquement encore en cours, même si la seconde saison n'est pas sortie et se fait attendre depuis 3 ans. À l'origine, elle était en retard à cause de l'emploi du temps de Tom Hardy, et puis maintenant, coronavirus. Donc, on verra bien quand elle arrive. Mais au final, ça devrait faire 3 saisons. Voilà. Alors pour celles et ceux qui n'auraient pas vu cette série, est-ce que vous pourriez maintenant nous en présenter le pitch, voir quels sont les grands héros, voir quand est-ce que ça se passe et j'allais dire, les auditeurs comprendront aussi pourquoi vous nous l'avez présenté. Oui, je vais essayer de pas trop spoiler parce que c'est riche en rebondissements et que en parlant de tatouage et corps en général dans la série, je suis pas obligée de tout spoiler, donc tant mieux pour les gens qui regarderont. Ça se déroule dans le Londres de 1814, c'est indiqué précisément au début, et on y suit James Delaney, qui est joué par Tom Hardy, et qui est un personnage mystérieux qui revient au Royaume-Uni après avoir passé une dizaine d'années en Afrique. On le croyait mort dans un naufrage, mais dans le premier épisode, il surgit lors de l'enterrement de son père, et on se rend vite compte que son comportement transgresse beaucoup de tabous, le plus évident étant qu'il a entretenu des relations incestueuses avec sa demi-sœur, Zifra, qui est incarnée par Oona Chaplin. Il a également un certain nombre d'ambitions un peu mystérieuses et un peu étranges autour de l'héritage que lui a laissé son père, une fine bande de terre sur l'île de Vancouver, la baie de Nootka, qui est convoitée par la Compagnie des Indes orientales et par la couronne britannique. Vous êtes étudiante, doctorante en histoire contemporaine. Est-ce que vous pourriez maintenant, peut-être dans cette partie-là, nous présenter quel est le contexte historique que l'on peut voir à travers cette série en nous disant, vous, avec votre regard de chercheuse en histoire contemporaine, si ce que l'on voit, c'est vrai, c'est véridique, ou au contraire, s'il y a des petits arrangements avec la réalité ? Alors, il y a beaucoup d'arrangements avec la réalité en général. C'est plus véridique que vrai, on va dire. On est dans le contexte général de ce qu'on a qualifié la Seconde Guerre d'indépendance américaine, c'est-à-dire la guerre anglo-américaine de 1812, qui a duré jusqu'à février 1815, donc on est sur la fin dans la série. En fait, les États-Unis ont profité du conflit entre Empire britannique et Empire français pour envahir des territoires canadiens qui relevaient théoriquement de l'Empire britannique, même s'ils étaient étroitement liés sur des plans culturels et commerciaux avec les États-Unis. Donc, l'issue du conflit, elle est assez indécise, mais elle aboutit à la démilitarisation des Grands Lacs. C'est pas traité ici en détail, et en fait, la série s'intéresse surtout aux tensions qui entourent alors le commerce international,
et la question d'un accès privilégié au commerce avec la Chine par les territoires d'Amérique du Nord. Et pour ce faire, la série, elle va emprunter à la fin du XVIIIe siècle l'épisode de la crise de Nootka. C'est pour ça que je parlais un petit peu de véridique et un peu d'arrangement historique, ce qui était un ensemble d'incidents diplomatiques entre Empire britannique et Royaume d'Espagne. Nootka est donc une baie qui existe vraiment. C'est un réseau de criques situé sur la côte ouest de l'île de Vancouver, qui est très convoité. Et ici, au lieu d'attribuer Nootka à l'Espagne ou au Royaume-Uni, ils ont décidé que la baie avait été achetée par le père de Lenny aux Amérindiens qui vivaient sur place pour quelques perles et de la poudre, et qu'il aurait au même moment acheté une femme, Salish, rebaptisée Anna Delaney, qui est incarnée par Noomi Rapace et qui joue la mère de James. C'est un personnage pour le moment mystérieux, mais bref, c'est clairement pas une série documentaire, il y a des libertés qui ont été prises, mais il y a une attention au moins à une forme de véracité sur le contexte historique général. Alors justement, Jeanne, ce personnage de James Delaney, c'est le héros, et c'est à travers lui qu'on va pouvoir aborder aujourd'hui un certain nombre de thématiques en rapport avec le corps, en rapport avec le tatouage. Alors première chose, justement, est-ce que on peut se poser, Jeanne, comme question, le fait que si James est tatoué, s'il est aussi marqué, et même, vous l'avez dit, comme il rentre d'Afrique bronzé, est-ce que ce n'est pas, d'après vous, un moyen d'être hors norme, c'est-à-dire de se différencier dans cette société anglaise du début du 19e siècle? Alors, clairement, il est pensé comme ça, et c'est quelque chose qui est mis en scène dès le moment où il apparaît publiquement. C'est deux scènes complémentaires tout au début de la série, l'église d'abord, et ensuite le cimetière à l'occasion de l'enterrement de son père. Immédiatement, quand il rentre en scène, on se rend compte qu'il est complètement débraillé, qu'il est très bronzé, qu'il est couvert de cicatrices, qu'il suit des rites funéraires qui impliquent de se tracer des traits en rouge sur le visage, en parlant à un moment où, en théorie, devrait seul intervenir le prêtre, et surtout, il est tatoué de façon visible. On voit un petit peu plus tard l'ampleur des tatouages sur son corps, mais dès cette scène-là, alors qu'il est théoriquement habillé, on voit deux bandes noires qui dépassent légèrement sur son cou et qui sont très remarquables à ce moment-là. C'est assez marquant, même si c'est des tatouages qui sont remarquablement indéfinis, dans le sens où on ne sait jamais de quel contexte culturel ils proviennent. On ne sait pas dans quel contexte ils ont été faits. On ne sait pas s'il a été tatoué de son plein gré ou pas. Mais on sait d'une certaine manière qu'il est hors du monde et qu'il a un rapport décalé avec le monde. Parce que déjà, ça en fait un être qu'on regarde, nous en tant que spectateurs, mais aussi tous les personnages qui se trouvent autour de lui et qui se rendent compte immédiatement de sa présence à chaque fois qu'il apparaît. Et ça en fait aussi un personnage qui a une certaine maîtrise sur son corps et de la façon dont son corps apparaît aux autres. Dans le sens où ces tatouages, théoriquement, il pourrait les masquer très facilement, juste en fermant son col correctement, ce qu'il ne va pas faire une seule fois de la série. Et au contraire, il choisit de les montrer, donc il choisit de montrer qu'il est physiquement différent des personnes qui se trouvent autour de lui, et il est perçu comme anormal, mais seulement dans la mesure où il a décidé, accepté et revendiqué d'être quelqu'un d'anormal. Donc il ne suit pas les normes sociales et corporelles. Et comment dire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'empêcher de comparer à d'autres personnages qu'on voit régulièrement graviter autour de lui, principalement son beau-frère qui représente un petit peu l'archétype de l'anglais de l'époque, parfaitement mis, roux, très blanc de peau. Enfin, c'est quelque chose qui le caractérise en tant que personnage. Il y a un curieux paradoxe, par contre, qui est que personne ne va jamais faire de remarques spécifiques sur ces tatouages. Les gens remarquent probablement les tatouages, mais personne ne dit jamais rien dessus, alors qu'on est dans un contexte des premiers phénomènes vivants, donc à la fois des sauvages ramenés des mers du Sud, comme Omai, qui s'appelait originellement Mai, qui était un homme originaire de Raiatea, qui a rejoint en 1773 un des bateaux de la deuxième expédition de James Cook, et qui l'a accompagné jusqu'à Londres, où il a été renommé Omai, a été présenté à toute la haute société, dont le roi George III, qu'on voit plusieurs fois.
et qui était à l'époque représenté pour son étrangeté physique, notamment ses tatouages dans des pièces de théâtre, dans des tableaux, dans divers croquis, avant de participer au 3e voyage de Cook et de leur servir d'interprète. On avait d'autres personnages comme Timothy T, qui était le petit-fils de Onu, un chef de l'île de Vanuatu, qui est arrivé à Londres en 99. Il avait 16 ans, il était tatoué en travers du visage d'une bande aux allures de cicatrices, donc on a plein de témoignages visuels de ça aussi. Et pourtant, il n'est pas une seule fois assimilé à ces personnalités-là qui avaient eu une ampleur considérable dans l'imaginaire de l'époque. Il relève aussi de ce qu'on a un petit peu qualifié d'Européens ensauvagés, sans en connaître non plus la destinée médiatique. On pourrait le comparer à Joseph Cabris, à qui Christophe Granger vient de consacrer un très très bon livre chez Anna Mosa, qui était un Français né à Bordeaux vers 1780, qui s'était engagé sur un baleinier, s'en était échappé pour s'installer sur l'île de Nukuiva, dans les Marquises, et il était devenu un guerrier tatoué qui a oublié jusqu'à sa langue, avant d'être ramené en Europe, d'abord en Russie, puis en Europe, pour devenir phénomène de foire, jusqu'à sa mort à Valenciennes. Et on a aussi un moment où, à peu près à cette période, ça devient une véritable carrière, ce type de choses, parce qu'on a des personnages comme John Rutherford, qui est à peu près contemporain, il me semble, qui s'était fait tatouer dans les îles du Pacifique et qui avait décidé de faire vendre des livres qui contaient l'histoire selon laquelle il aurait été kidnappé par des Néo-Zélandais et tatoué de force pour se faire beaucoup d'argent et profiter de son apparence physique. Mais James Delaney, curieusement, on ne fait pas de remarques sur ces tatouages-là et on ne le compare jamais à ces personnages-là, dont il connaît pourtant un petit peu la même destinée. Oui, c'est justement la question que je voulais voir avec vous tout de suite par rapport à ces corps tatoués tels qu'on peut les appréhender dans ces sociétés européennes qui ne connaissent pas du tout ça, hein, puisque vous rappelez bien, les origines de ces premiers tatouages viennent principalement de ces îles du Pacifique qui viennent à peine d'être découvertes au siècle précédent et dont on découvre les premiers habitants tatoués qui, soit, vous l'avez dit, arrivent en Europe, soit il y a des gravures sur eux. Alors justement, hein, comment dans ce premier 19e siècle sont perçus ces gens-là et surtout ces premiers Européens qu'on peut qualifier de sauvages, entre guillemets, hein, qui se font tatouer. Comment est-ce que la société les perçoit à l'image de ce qu'on peut voir avec James Delaney dans la série Tabou? Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Enfin, tout est toujours plus compliqué que ça en histoire, de toute façon. Le tatouage en tant que tel, c'est pas quelque chose de nouveau à ce moment-là en Europe. C'est quelque chose qui remonte à l'Antiquité, qui a déjà été identifié en France. C'est quelque chose qui n'est pas commun, mais l'idée de se marquer des dessins dans la peau n'est pas absurde en tant que tel. Le terme tattoo en anglais et tatouage en français, il a, lui, été forgé à la suite des voyages du capitaine Cook, mais on connaissait déjà la pratique sous des termes qui, en anglais comme en français, rapportaient un petit peu à l'idée de broder sa peau, de piquer sa peau, voire de la colorer ou de la peindre en confondant le résultat visuel et la méthode derrière. Le tatouage, à ce moment-là, pourtant, c'est vrai, il est en quelque sorte redécouvert, mais redécouvert dans le sens où on se rend compte qu'il en existe des exemples particulièrement spectaculaires dans les îles du Pacifique surtout, et ça devient du coup une étape obligatoire du récit de voyage, qu'il soit publié en volume ou en extrait dans la presse, et il va s'insérer dans plusieurs façons de concevoir l'autre et ses traditions. Dans une vision un petit peu évolutionniste, on veut par exemple que les peuples dits primitifs soient à un stade passé de l'évolution naturelle des peuples et que le tatouage soit pour eux une forme de parure primitive, une manière de s'habiller quand on est nu. Il y a une citation qui revient beaucoup de Théophile Gautier qui écrit dans Constantinople que l'homme le plus brut sent de manière instinctive que l'ornement trace une ligne infranchissable de démarcation entre lui et l'animal, et quand il ne peut pas broder ses habits, il brode sa peau. Donc ça, c'est une idée qui circule beaucoup dans la première moitié du 19e.
On va dire aussi pour des cas comme les tatouages néo-zélandais qui sont particulièrement spectaculaires et appréciés sur un plan esthétique, qu'il s'agit un petit peu d'un équivalent des armoiries européennes, y compris dans la façon dont on peut les déchiffrer. Donc ce serait une marque d'une certaine noblesse et d'une notion d'identité, mais dans une traduction qui serait purement insulaire. Le tatouage, il est en tout cas très documenté et il circule en Europe. On va détailler ses méthodes, on va détailler ses variantes, que ce soit le tatouage à proprement parler ou des coupures qui sont ensuite teintes à l'encre, des manières particulières de se scarifier, comme James Delaney, il me semble qu'il a des scarifications sur un de ses bras, des manières de ce qu'on qualifie aujourd'hui de branding, mais le fait de marquer la peau au fer chauffé. Et c'est forcément une étape obligée du discours sur l'autre. On le voit particulièrement avec un autre personnage tatoué qui est le beau-frère d'Atticus. Je ne sais pas exactement précisément comment, mais il le qualifie de beau-frère, qui est, je crois, néo-zélandais et qui est tatoué sur le visage. Et on va recevoir d'un coup plein d'informations sur lui. On va le qualifier de sauvage, on va dire qu'il est cannibale, qu'il a des coutumes complètement autres, et on va voir son tatouage, et c'est comme si d'un coup, on recevait tout le contenu d'un récit de voyage au visage, illustration du physique compris. Et le tatouage de James, pour revenir à lui, il est aussi intéressant sur un autre plan, parce qu'à la fois, il relève d'une peuplade étrangère et de coutumes étrangères, mais visuellement, il me rappelle aussi des statuettes égyptiennes d'environ 3500-4000 ans avant notre ère, qui sont conservées au Ashmolean Museum à Oxford. C'est des statuettes sans tête, les bras levés, marqués de grosses bandes noires qu'on suppose être des tatouages. Et c'est un type de découverte qui, surtout sur la fin du XVIIIe siècle, va donner l'idée selon laquelle les Européens avaient eu une tradition du tatouage, les Européens et ceux qui leur sont assimilés, dont l'Égypte antique, avaient eu une tradition du tatouage avant de la perdre en évoluant comme civilisation, créant de fait une idée de fraternité entre les peuples qui justifie aussi la colonisation et une forme entre guillemets d'aide à l'évolution. Donc le sauvage est tatoué et il y a une vraie prégnance de cette idée-là aussi dans la fiction contemporaine. Et c'est assez intéressant parce qu'à un moment donné dans la série, on voit une affiche d'un théâtre, d'une pièce de théâtre, The Painted Savage, avec Lorna Bove dans ce rôle. C'est la pièce dans laquelle elle jouait quand elle a rencontré le père de James, mais là aussi je ne vais pas trop rentrer dans les spoilers. Et ça figure visuellement à la fois la confusion à l'époque entre peinture du corps, tatouage dans les imaginaires, et aussi ça va rappeler toute une tradition littéraire qui est alors très pesante, et dont un des plus grands exemples, c'est probablement Typee de Herman Melville en 1946, où on rencontre à la fois le personnage de la reine de Nukuiva, qui est toute tatouée sur le dos, qui observe des tatouages de marins, puis montre son propre dos, et ça choque tous les Français qu'il y a sur le bateau, et d'autres personnages féminins qui sont plus ou moins tatoués selon les époques, selon si le personnage doit avoir un intérêt romantique envers eux ou pas. Et donc du coup, c'est quelque chose qui est très présent, et c'est quelque chose aussi qui est teinté à une idée de menace sociale, qui est représentée par des cas plus communs d'ensauvagement. Donc c'est la banalité du tatouage dans des populations qui sont au contact de ces peuples sauvages qui pratiquent le tatouage, comme les marins, les marchands, les explorateurs. Je vais ici très grossièrement paraphraser le passionnant Gilles Havard qui travaille sur les coureurs de bois en Amérique du Nord et qui explique qu'on va soupçonner ces personnes qui entrent en contact prolongé avec les sauvages tatoués comme étant vulnérables aux déviances de la sauvagerie et qui vont à terme échapper aux exigences de discipline du corps, d'intériorisation des autocontrôles, et qui vont potentiellement perdre les codes des sociétés auxquelles ils appartenaient initialement pour adopter plutôt des comportements de vagabondage, de libertinage, d'indiscipline.
alors qu'à l'origine, c'était surtout une manière de s'intégrer parmi ceux avec lesquels ils passent tant de temps, et aussi de montrer qu'ils appartiennent à moitié à une communauté qui leur est nécessaire sur un plan professionnel. Mais James Delaney, il incarne complètement ça, l'idée qu'il est un personnage de contact avec des peuples sauvages, même si la potentialité de vagabondage et de libertinage et d'indiscipline est un peu tempérée par le fait qu'il portait un petit peu ce germe de l'ensauvagement depuis sa naissance, puisqu'il avait déjà transgressé le tabou suprême de l'inceste avec sa sœur. Tabou, Jeanne, c'est aussi l'occasion de voir une ville de Londres, alors qu'on a analysé déjà dans Histoire en série, à la fin du 19e siècle, avec Florence Largillière dans l'épisode sur Reaper Street. Là, on est au tout début du siècle, mais c'est déjà l'occasion de parler de populations marginales, de parler de populations que l'on voit dans ces zones qui sont parfois un petit peu interlopes, comme les ports. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces gens-là qu'on peut aussi qualifier bien sûr de, entre guillemets, sauvages, parce qu'ils ne sont pas, ou ils sont à la limite en tout cas, de la norme sociale de l'époque? Donc oui, c'est intéressant que tu me parles de Reaper Street, parce que là aussi, on a en effet une représentation un peu crue de la misère à Londres à cette époque, même si c'est au début du 19e, et de l'espèce de vie grouillante qui évolue en périphérie du monde du lycée des élites sociales. C'est Londres qui sera présenté au milieu du siècle par le journaliste Henry Mayhew, qui commence à croître sous le poids de l'industrie, qui s'entasse dans les taudis ou le danger aux quatre coins de rue. Et là aussi, probablement comme dans Reaper Street, je ne me souviens plus en détail de la géographie de la série. La série tourne beaucoup autour du East End de Londres, qui commence déjà à être complètement abandonné par les populations les plus aisées, même si ça sera dramatique d'ici la fin du siècle, et qui est déjà un petit peu dépassé par le poids des migrations vers la ville, qui sont alors principalement attirées par l'industrie de la soie. C'est aussi le quartier grouillant des docks, principalement les docks de Londres, qui ont fini d'être construits à Wapping un petit peu avant, et directement les West India Docks, qui sont, je crois, aussi complètement contemporains. On a aussi, je parlais un petit peu de sauvage d'ici et d'ailleurs, d'une géographie de Londres présentée ici avec au centre les élites, en marge le monde qui grouille, des forces laborieuses, de la pauvreté, et ça fait un petit peu écho à la géographie mentale de l'empire colonial britannique et de la puissance britannique sur le monde en matière de commerce, où on a une petite île au milieu de l'Europe qui déploie ses navires vers les quatre coins du monde pour en tirer des ressources et des potentialités d'échange. Et James Delaney, il est un personnage particulier parce que lui et sa maison avec lui, curieusement, se trouvent situés juste sur une frontière symbolique. Il est héritier, riche, mais aussi un peu ensauvagé, et il peut à la fois mener des excursions dans l'élite et dans la marge selon ses besoins. Sa maison elle-même est un lieu un peu hybride qui est perméable aux deux influences, et c'est une de ces maisons qui a à la fois une entrée sur la rue et sur la Tamise, donc avec la question du est-ce que la personne qui vient se présenter vient du fleuve ou vient de la rue, qui est posée à un moment. Et ça symbolise un petit peu cette double appartenance au cœur urbain lisse et à un port où se concentrent un petit peu tous les dangers. C'est d'ailleurs un port qui est très densément peuplé dans cette série, c'est assez rare, avec un petit peu tous les types qu'on attend dans ce genre d'endroit. Donc on a la maison close avec au centre le personnage de Helga, on a les univers des tavernes et des bateaux qui sont un petit peu concentrés autour de Atticus. Et on a surtout un ensemble de personnages qui font aussi contact entre Londres et le reste du monde, qui montrent des caractéristiques physiques particulières qui révèlent qu'ils sont un petit peu entre les deux. Le personnage d'Helga, j'avais lu beaucoup d'articles qui critiquaient un petit peu le fait qu'elle avait un piercing dans le nez, mais je trouve ça assez signifiant étant donné la tradition de ce type de piercing en Inde et le poids que ça prendra après dans l'expérience commerciale du Royaume-Uni et coloniale également. On a le fait que Willow est une petite fille métisse. On a aussi les tatouages d'Atticus, qui sont des tatouages purement de marins, mais sur lesquels je reviendrai plus tard. Et autant de choses qui révèlent que c'est des personnages
aux marges, qui sont des points de contact avec le reste du monde, et les pratiques culturelles alternatives qui, à la fois, ils relayent, ils adoptent et ils développent. Il y a un jeu de correspondance entre ornement de la peau étant conçue comme notre propre zone de contact avec le monde, et le fait qu'ils sont eux-mêmes des interfaces entre Londres et des cultures étrangères, en quelque sorte. Si on rentre dans, j'allais dire, dans le tatouage eux-mêmes, dans leur signification, telle qu'on peut les voir dans la série, Jeanne, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que, quelque part, pour certains, le tatouage, c'est pas un résumé de leur vie? C'est pas une sorte de carte d'identité sur laquelle on pourrait lire leurs différentes expériences qu'ils ont pu avoir dans le monde, et quand ils reviennent à Londres, comme vous le dites, ils servent quelque part d'interface parce que ce sont des natifs européens, mais qui ont voyagé à travers le monde et qui ramènent sur leur corps ces expériences-là. Tout à fait. Et le personnage d'Atticus est particulièrement symptomatique de ça. Atticus, en matière de tatouage, c'est un petit peu le pendant de James Delaney. Il a un type de tatouage qui est... Enfin, c'est la même pratique, mais c'est un type de tatouage qui est foncièrement conçu comme européen, parce qu'il adopte des motifs européens, et ça correspond à l'univers de la marine, donc un milieu dans lequel les tatouages sont très présents, mais aussi au fait qu'il se reconnaît dans cette identité de marin et qu'il la revendique, et qu'il revendique ses voyages, et qu'il revendique le fait qu'il est marin. C'est un tatouage qui lui permet de s'autodéfinir et de se présenter au monde d'une façon très particulière et très différente des tatouages de James. Là où ceux de James sont obscurs, autant que le personnage et ses intentions, ceux d'Atticus, ils vont faire écho à des codes culturels qui sont facilement identifiables, et on peut les décrypter et lire qui est la personne et quelle a été sa vie sur lui. Il a par exemple un A sur le bras, dans une cursive très élégante, ce qui est à la fois une référence à son nom, et aussi au fait qu'il est lettré, et qu'il est un personnage curieusement d'une culture phénoménale. Il a aussi cette rose des vents sur le crâne qui est tout à fait spectaculaire, et je ne sais pas à quel point elle est potentiellement véridique à l'époque, qui est à la fois une référence au voyage, donc à son identité de marin, et aussi une façon pas si discrète dans la série de montrer qu'il sert en partie de guide à James. Donc c'est à la fois un marin qui a adopté une pratique alors très connue chez les marins, et quelqu'un qui se montre de façon très visible comme ayant eu une carrière dans le monde de la marine. Et son tatouage, du coup, il témoigne d'une identité et d'une expérience. C'est un peu comme ça aussi que le tatouage a été utilisé dans une autre série de Steven Knight, Peaky Blinders, où on avait le personnage de Thomas qui portait un certain nombre de tatouages qui renvoyaient à la fois à son expérience militaire, je crois qu'il avait un forward sur un bras, et son identité. On a un fer à cheval qui renvoyait à son activité autour des paris légaux, cette fois, des lettres qui correspondaient à son nom, à celui de sa femme et à celui de son fils. Enfin, c'est une façon pas si discrète de coder l'identité. Et du coup, par extension, c'est le tatouage et les autres marques corporelles qui y sont assimilées, ça devient un moyen de reconnaître les individus, mais aussi leur héritage. C'est quelque chose qui est très visible dans l'oiseau qu'on découvre dans le dos de James à un moment donné, qui est non pas tatoué ni scarifié, il a probablement été brûlé dans son dos. Il est désigné par Willow à un moment donné comme un Sankofa, donc c'est un terme de la langue Twi au Ghana, ce qui nous laisse supposer que James a passé tout ce temps au Ghana. Et c'est aussi la langue d'ailleurs qu'il utilise pendant l'enterrement et l'exorcisme au début de la série. Et c'est un symbole qui est généralement utilisé pour désigner une idée de retour en arrière, pour comprendre le présent et le futur, qui représente un oiseau, la tête en arrière, ici pour dégager un œuf qu'il a sur le dos. Et de façon générale, il a tout le temps la tête en arrière et pas forcément cet œuf. Bref, James nous dit que cette marque-là a été réalisée en Afrique, ce qui fait écho à la même marque qu'il retrouve à un moment dans un bateau qui a servi au commerce illégal des esclaves. Curieusement, c'est aussi une marque qu'il retrouve au fond de la cheminée de sa mère, même si c'est finalement une hallucination, et qui nous
ce qui nous indique qu'il y a un rapport entre ça et sa mère, qui est pourtant nord-américaine. Bref, il y a toute une idée du tatouage prédestiné, d'une sorte de tatouage héréditaire, qui révèle quelque chose d'une lignée qui montre qu'on appartient à une dynastie. Et c'est là aussi quelque chose qui est très prégnant dans la littérature et dans les séries, et dans toute notre culture américano-européenne, entre guillemets, qui est aussi liée beaucoup en matière de récit à l'héritage du Dernier des Mohicans de Fenimore Cooper, où le Dernier des Mohicans, justement, porte un tatouage d'une tortue, je crois, qui révèle son lignage et le fait qu'il appartient à la tribu. Il y a une idée selon laquelle le tatouage renvoie à des croyances primitives, à des espèces de fétichisme mystérieux, où se jouent des forces qu'on ne comprend pas tout à fait, et où la peau vient servir de moyen de révéler ce qu'il y a à l'intérieur des individus et ce qu'ils sont supposés faire de leur vie et des vérités fondamentales par rapport à eux. Dans tous les cas, que ce soit des tatouages qui révèlent une vérité cachée ou des tatouages qui révèlent la vie qu'on a vécue, ça rappelle une sorte de tentation dans la fiction d'assimiler un tatouage à un sens immuable. C'est une conception un petit peu hiéroglyphique qu'on va beaucoup retrouver plus tard au XIXe siècle, par exemple chez des criminologues, enfin, des spécialistes de l'anthropologie criminelle comme Alexandre Lacassagne, où on va vouloir créer des dictionnaires tatouages français en quelque sorte, les lire comme des armoiries et y trouver un sens à tout prix. En anthropologie criminelle, plus tard dans le 19e, on va en faire des véritables guides où tel symbole équivaut nécessairement à tel corps de métier, au point où ça va presque en devenir une blague, on va presque en nier toute la fluidité que peut avoir tel ou tel symbole. C'est un peu tourné en dérision dans Tu n'avais rien vu d'Albert Londres, donc au XXe carrément, qui croise un bagnard qui a un soulier sur la main, et du coup Albert Londres lui demande s'il est cordonnier, et l'autre lui répond que non, mais il sait tout faire, mais il est surtout jardinier pour les fleurs. Mais il y a une idée tentante de vouloir lire l'identité d'individus sur leur peau sans avoir à sonder leur esprit, qui est beaucoup utilisée dans cette série. On veut voir dans le tatouage quelque chose qui permet d'avoir accès à quelque chose de caché. Effectivement, Jeanne, ce qui est là ici très prégnant, c'est qu'il y a cette sorte de jeu de miroir entre ce qui est caché, ce qui ne l'est pas, ce qui est dit, qui ne l'est pas. On voit véritablement que ce qui est mis à jour plutôt par les tatouages, c'est des choses que les héros, vous l'avez dit, James Delaney ne pourrait cacher, mais il ne cache pas, et qu'il y a là quelque part une critique de la société, on va dire normale, qui a tendance à peut-être cacher les choses, alors que lui, James, au contraire, en se mettant un petit peu en dehors de la norme, montre véritablement les choses et par là même fait passer un message. C'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant dans la série, tout un jeu avec quelle est la norme de la société, comment sont supposés se comporter les individus, quelle est aussi la façon normale d'enregistrer les événements et ce qui est arrivé. Et là où on a des choses qui sont rendues complètement abstraites par des tractations politiques, des contrats, des traités, des accords, James et tous ses acolytes, qui soient tatoués ou juste anormaux physiquement, opposent quelque chose de très concret et de très palpable. Ça se joue beaucoup un petit peu plus tard dans la série autour du cas d'un bateau qui a fait naufrage avec une cargaison d'esclaves qui avait été soigneusement dissimulée parce qu'il était devenu illégal de faire commerce des esclaves, je crois, en 1806. Je suis plus catégorique, il y aura peut-être des commentaires haineux, disons que je me suis trompée de 2 ou 3 ans. Et ça s'oppose à la fois au corps de James qui réapparaît en témoignant de cet événement auquel il a assisté, et avec l'ensemble des fantômes qu'il porte avec lui, dont un homme noir marqué d'un 6 en chiffres romains sur la poitrine, qui lui apparaît à un moment dans une scène d'hallucination qui est très bien faite et complètement terrifiante. Il porte avec lui des héritages physiques et concrets de choses qui ont eu lieu et qui n'auraient pas dû avoir lieu et qui ont été effacées volontairement des archives, qui ont été
effacé volontairement de tout ce qui relève de la légalité. Et avec ses propres marques et les marques que porte l'esclave qui le hante, on a une espèce de rappel métonymique du fait qu'on marquait des êtres humains comme du bétail, qu'on les marquait au fouet lors de punitions. Enfin, ils opposent quelque chose à l'hypocrisie du système en place. Et on voit beaucoup d'ailleurs un jeu avec compte-rendu officiel, histoire officielle, qui se fait au niveau de la Compagnie des Indes orientales, où dès qu'on veut aborder un sujet qui n'est pas supposé être abordé, on va volontairement arrêter de prendre des notes dans le compte-rendu officiel de la session. On a du coup à terme un vrai jeu entre archives et corps qui se déploie aussi dans des motifs récurrents de la peinture, de la teinture, de la dissimulation, on le retrouve dans plein d'aspects différents qui à la fois les visages peints des hommes dans les molly houses. Je ne sais pas si j'ai besoin de repréciser ce que c'est une molly house. Je ne sais pas si vous l'avez déjà abordé dans d'autres émissions, mais c'était des lieux de rencontres homosexuelles qui sont plus ou moins des bordels, mais où il y avait beaucoup d'instances de travestissement au XVIIIe et au XIXe à Londres. On a aussi le médecin qui est finalement un agent double qui passe tout son temps à travailler sur des teintures de drapeaux et qui meurt lui-même le visage complètement coloré, noyé dans une des teintures. Et à terme, le tatouage de James, comme celui d'Atticus, sont des marques physiques qui ne sont pas possibles à enlever, qui ne peuvent pas être lavées comme le maquillage d'autres personnages et qui témoignent d'une forme d'honnêteté, voire de candeur, parce qu'on ne peut pas les retirer. C'est montré assez clairement dès le début de la série, où quand la première fois qu'on entre dans la maison d'Elga, enfin dans son bordel, on voit un marin au lit avec une prostituée qui est complètement nu, mais qui porte quand même un tatouage qui nous permet de savoir immédiatement que c'est un marin, même s'il est nu. C'est des choses qu'il ne peut pas cacher. C'est des personnages qui sont paradoxalement les plus honnêtes dans leur transgression très manifeste des codes sociaux. Quand on regarde Tabou, il y a quelque chose qui nous saute tout de suite aux yeux. Vous venez de le dire, et cet exemple du marin, je le trouve parfaitement bien choisi, Jeanne, parce que les marques qu'ils ont sur le corps, hein, que ce soit des tatouages ou autres, ça permet tout de suite aux spectateurs d'identifier le personnage. Ça, c'est quelque chose qui est véritablement marquant dans cette série. Oui, ils ont fait un très gros effort sur ça. On peut tous les classer dans des types visuels. Et d'ailleurs, j'avais lu une interview qui était très intéressante d'une des maquilleuses qui disait qu'ils s'étaient beaucoup renseignés sur les modes de l'époque et qu'ils avaient beaucoup réfléchi à comment faire en sorte qu'on reconnaisse le type de personnage en un seul regard. Atticus, avec sa rose des vents sur sa tête, on voit immédiatement que c'est un marin. James, on va comprendre immédiatement que c'est un Européen ensauvagé. Sa sœur Zifra, c'est la repentante toute de noir vêtue, et à côté, on a par exemple l'actrice Lorna Bow, qui est typiquement la femme amorale qu'on voit régulièrement dans un grand manteau rouge ou dans une grande robe rouge, je ne sais plus. La série, en tout cas, a reçu beaucoup de nominations autour de ça au British Academy Television Crafts Award en 2018. Et les maquilleurs avaient reçu des prix justement pour leur travail autour de ces thématiques-là. Et de façon générale, je trouve que dans cette série, on a une attention qui est très poussée au corps des gens, même au-delà des types visuels. On a l'exemple tout à fait spectaculaire du régent, qui est joué par Mark Gatiss, que j'ai absolument pas reconnu dans un premier temps, tellement il est recouvert de prosthétiques et de fausses marques de vérole et enfin, on a des corps qui pullulent, des corps qui en sont même par moments un petit peu choquants par rapport à ça. J'ai jamais vu autant de marques de la petite vérole dans une seule série. C'est même légèrement exagéré. Je me souviens que
je parlais avec une amie du premier épisode où on alternait entre les scènes normales et pour aucune raison des scènes de viande en train d'être découpée par un boucher, histoire de redonner cette portée corporelle et olfactive et tactile à toute la série. Dans tous les cas, c'est une vraie performance technique qu'il y a autour de ces corps-là qui sont rendus palpables. Je ne sais pas pour toi, mais moi, il y avait des moments où j'avais l'impression de pouvoir les sentir. Enfin, c'était extrêmement concret. Et il y a une vraie grosse performance technique aussi autour du corps de James lui-même, parce que quand on voit des photos de Tom Hardy, normalement, on se rend compte que lui-même est très lourdement tatoué. Et du coup, il y a toute une nécessité déjà de devoir dissimuler ses propres tatouages, ce qui se fait très bien. Il y a des maquillages de scène qui les cachent très bien, mais qui demandent énormément de travail, avant de recréer sur lui des tatouages qui sont très gros, donc très chronophages. C'est également le cas d'Atticus, probablement. Ça explique probablement pourquoi Tom Hardy avait sa propre maquilleuse. Et toute l'équipe a aussi fait des travaux de recherche sur la notion du corps à l'époque, qui est assez intéressante, et sur quelques particularités physiques qu'ils ont voulu introduire comme un clin d'œil à l'histoire de la mode. Je crois avoir lu quelque part, mais je ne l'ai pas vu moi-même, que les dents de Helga sont supposées être gravées, parce que la maquilleuse a entendu dire que ça se faisait à une époque qu'on gravait des motifs sur des dents, et qu'ensuite on pouvait avoir des dents décorées. Mais je crois que ça se faisait surtout sur des dents de cadavres. Mais bref, c'est très intéressant, toute cette recherche qu'ils ont fait autour de ça, et c'est un petit peu cette recherche aussi qui me permet de parler de toutes les façons dont on voyait le tatouage à l'époque, avec potentiellement le confort qu'ils aient pris en compte ce genre de thématique en faisant la série. Effectivement, Tabou, c'est une série, moi aussi, que j'ai trouvée à la fois par sa lumière hyper sombre, mais en même temps, ça représente aussi cette idée qu'on a de Londres. Hein. On a rappelé Reaper Street tout à l'heure, cette idée d'un Londres à la fois déjà que les contemporains commençaient à voir pollué par ces premières industries au charbon. Mais paradoxalement, vous le dites, il y a un vrai travail sur les corps, et c'est vrai que je suis d'accord avec ce que vous évoquez, cette idée que les corps sont parfois presque palpables, tellement on peut les voir en détail, et il y a un vrai jeu avec le maquillage qui est très très intéressant, et c'est très très poussé là-dessus. C'est une série hyper esthétique qu'on recommande, et c'est vrai qu'on attend peut-être ces saisons 2 et 3 qui, on espère, vont arriver, parce que de par la narration, il y a des choses, on n'a pas trop spoilé aujourd'hui dans cette émission, mais il y aurait aussi beaucoup d'autres choses à dire, et en particulier, on a commencé à l'évoquer bien sûr sur le corps, mais à travers cela, ces voyages et ce monde qui est en train à l'époque de s'agrandir avec ces découvertes qui arrivent sur les îles du Pacifique, par exemple, qui appellent les conquêtes coloniales, vous l'avez évoqué, du 19e siècle. C'est une série qui est très très riche historiquement, et l'aborder avec vous, Jeanne, par le biais des corps et du tatouage, moi je trouvais ça très intéressant, et cette série était tout à fait indiquée pour ça. Je vous en remercie. Alors, pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, à la fois sur la série et sur les corps tatoués, vous avez, comme tous les intervenants et intervenantes, donné une bibliographie indicative qu'on retrouve sur la page de l'émission, sur le site histoireensérie.com, notre site internet que je vous recommande de visiter pour aller voir les numéros que l'on a déjà faits, les numéros qui sont aussi à venir, et puis aller rechercher des bibliographies qui vous permettront d'approfondir sur les émissions que vous avez écoutées. On rappelle aussi que le site nonfiction.fr, notre partenaire, diffuse des résumés de chaque émission, et dans ces résumés, vous retrouvez des liens pour aller écouter nos émissions sur YouTube, Spotify, et disponible bien sûr aussi sur toutes les grandes plateformes de podcast. Jeanne, merci beaucoup pour cette intervention sur les tatouages, et puis on espère vous retrouver bientôt pour une autre série, ou pour la suite, d'ailleurs, pourquoi pas, des aventures de James Delaney dans les saisons suivantes de Tabou. À bientôt, Jeanne. À bientôt.
Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel not just to clean. Such a beautiful planet populated by your